Ali Bongo Ondimba dans les Émirats Arabes Unis en marge du 3e sommet afro-arabe. Visite de travail, échange, entretien avec ses pairs rythme le calendrier du président gabonais. Alors que toujours d'actualité, la crise à l'éducation nationale, motif de la rencontre d'ailleurs hier entre le Premier ministre, chef du gouvernement et les partenaires sociaux. Il est question de trouver une issue heureuse conformément aux instructions du président de la République. Vous êtes sur Gabon Télévision, madame, messieurs, bonsoir et surtout bon confort d'écoute. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, depuis cet après-midi à Abu Dhabi, c'est la capitale des Émirats Arabes Unis. Il y est dans le cadre d'une visite de travail, comme nous le confirment dans cet élément nos confrères de la presse présidentielle, Igor Ovunza, Ali Rénal de Radjouba. 48 heures à Kuwait City, où il a pris part aux travaux du 3e sommet afro-arabe. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'est rendu à Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, à l'invitation de l'émir. Cette visite de travail et d'amitié s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération économique entre les Émirats Arabes Unis et le Gabon. Au cours de cette visite, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et l'émir d'Abu Dhabi passeront en revue certains sujets d'intérêt commun, notamment dans les domaines d'investissement et de renforcement de coopération économique entre Libreville et Abu Dhabi. À travers ce déplacement, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba veut redynamiser la diplomatie économique avec les Émirats Arabes Unis. Sitôt arrivé dans la capitale émirati, le président de la République s'est entretenu avec le président directeur général du groupe Baynouna, spécialisé dans le développement de solutions de haute technologie pour les moteurs aéronautiques et de technologies très avancées dans le domaine de la défense. Khalid Abdallah Al-Bouaini a saisi cette opportunité pour exprimer au chef de l'État Ali Bongo Ondimba ses intentions d'investir au Gabon. Convaincu du plan stratégique Gabon émergent, le groupe émirati Baynouna souhaite apporter sa contribution au développement du Gabon des services et industriels. Et puis en marge des assises du 3e sommet afro-arabe, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a été reçu par l'émir de l'État du Koweït, son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabbar. Au menu des échanges, justement, le renforcement de l'axe Libreville-Koweït. On retrouve nos confrères de la presse présidentielle. Le public chef de l'État Ali Bongo Ondimba et l'émir de l'État du Koweït a porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Cette rencontre empreinte de cordialité traduit la profondeur des liens unissant les deux chefs d'État et la solidarité des relations privilégiées entre le Gabon et le Koweït, formalisées au début des années 70. Les deux dirigeants ont une convergence de vues sur certaines questions, notamment les conflits armés, la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime et la criminalité transnationale. Face à ces menaces, le Gabon et le Koweït souhaitent apporter des réponses pour éradiquer ces fléaux qui hypothèquent la croissance et l'avenir du monde arabe et le continent africain. Au terme de cet échange, les deux chefs d'État ont également réitéré leur ferme volonté de poursuivre leur action pour le bien des deux peuples. Ali Bongo Ondimba s'est également entretenu avec plusieurs chefs d'État du monde arabe, notamment les présidents égyptiens, tunisiens et palestiniens. Reportage. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu avec le président égyptien par intérim, Adli Mansour. Au menu de l'échange, la coopération bilatérale entre les deux pays et l'évolution de la situation politique en Égypte. Dans le cadre de la recherche d'une solution pacifique pour consolider le processus démocratique en Égypte, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a indiqué à son homologue que le dialogue reste la seule solution pour parvenir à un consensus national sur l'avenir du pays. Les deux chefs d'État ont également passé en revue les développements de l'actualité dans le monde arabe et les efforts déployés par la communauté internationale pour résoudre les crises politiques. Deuxième heure, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a échangé avec son homologue tunisien Monsef Marzouki. Les deux dirigeants se sont félicités de la qualité et de l'intensité des relations qu'entretiennent le Gabon et la Tunisie. La rencontre qui s'est tenue en marge du 3e sommet afro-arabe a permis aux deux présidents de procéder à un échange de vues et de convenir de poursuivre les concertations afin de renforcer l'axe Libreville-Tunis. S'agissant de sa rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas, première du genre depuis le lancement des négociations directes entre Israéliens et Palestiniens, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a évoqué avec son homologue la question du processus de paix au Proche-Orient.
au moment où l'État palestinien vient de voter pour la première fois à l'Assemblée générale des Nations unies en vertu de son nouveau statut d'État observateur. Toutes ces rencontres marquées par le sceau de la recherche d'une paix durable ont une fois de plus permis au président de la République, Ali Bongo Ondimba, d'apporter ses avis et conseils à ses homologues du monde arabe et du continent africain. Et au Gabon, on parle de la construction du deuxième bâtiment urgence du centre hospitalier universitaire de Libreville. Des travaux sont dans les temps requis par l'État gabonais avec Vamed comme entreprise adjudicataire. Le reportage est de Honorine Tsingui, Anissé Sambaboubou, Elda Nelly Kumba. Le centre hospitalier universitaire de Libreville, ex-hôpital général, change chaque jour de physionomie. Les travaux de construction de quelques bâtiments confiés à Vamed, qui sont en sa phase 2, vont bon train. Sur le terrain, près de 200 ouvriers qui s'activent 24 heures sur 24 pour être dans les délais de livraison. Hier encore, le chantier était dans ses débuts. Aujourd'hui, il est à 30% de réalisation. Là, nous sommes en construction du bâtiment bloc technique numéro 2 qui occupe une superficie de 22 000 m², donc ça fait 3 fois et demi le premier bâtiment qu'on a livré. Et là, dans l'autre bâtiment, nous aurons au sous-sol essentiellement des locaux techniques, dont la buanderie, la cuisine, la pharmacie. Nous aurons des salles d'hospitalisation, des radiologies et aussi en grande partie des salles d'hospitalisation. Vous voyez la progression sur le chantier, tout se passe bien. Nous travaillons désormais de nuit comme de jour. Avec 4 niveaux dont un sous-sol, un rez-de-chaussée plus 2 étages, ce bâtiment était complément des urgences qui va également répondre aux normes internationales, surtout en matière de matériel. Toute chose qui réjouit la hiérarchie de cette structure hospitalière. Nous allons améliorer notre offre de soins. Les constructions dans l'établissement ont commencé en 2009 et nous avons eu en juin 2012 la livraison du premier bâtiment, qui est un bâtiment purement technique, qui abrite les urgences, les blocs opératoires, la réanimation, les services de stérilisation. Mais dans la phase 2, qui est actuellement en construction, nous allons avoir toutes les hospitalisations. Donc nous allons pouvoir améliorer notre capacité d'accueil et faciliter aussi l'accès aux soins. Nous attendons avec impatience la livraison de la phase 2, qui nous est promis pour 2015. Et en attendant, nous faisons le maximum pour, faire en sorte que nos patients soient reçus et traités dans les conditions les meilleures. Le chantier qui est censé être livré d'ici à 2015 est plutôt bien avancé. Tout à fait normal, avec le rythme de travail adopté par Vamed, dont le ferraillage et le coffrage le jour, et le coulage du béton la nuit, avec 2 équipes qui se relaient. Somme toute, les travaux de construction du deuxième bâtiment urgence de CHU de Libreville avancent rapidement et bien. Et puis vous le savez, sur instruction du président de la République, le chef du gouvernement, Raymond Ndongsima, a reçu hier les différents syndicats de l'éducation nationale, l'USEG, le Sénat et la CONACICED, et également les associations des parents d'élèves réunis au sein de la FENAPEG. En toile de fond, bien sûr, la situation qui prévaut dans le secteur de l'éducation nationale. Le compte-rendu de Filika Biyongo, Serge Ndiengi Mabila. Plus de 5 heures d'horloge, c'est le temps qu'a mis la rencontre entre les organisations syndicales, les associations des parents d'élèves et le Premier ministre Raymond Ndongsima face à la crise qui paralyse actuellement le secteur de l'éducation nationale. Objectif, trouver une solution idoine aux revendications faites par les enseignants, à savoir l'attribution des postes budgétaires aux enseignants du pré-primaire, des rappels, celui de la prime d'incitation à la fonction d'enseignant et le paiement intégral des vacations aux examens et concours. Un paiement qui, selon certains syndicats, ne serait pas perçu en totalité par les ayants droit d'une part et d'autre part des indélicats qui auraient perçu indûment des primes sans en avoir droit. D'où la décision du gouvernement de mettre sur pied des commissions dans chaque province
lesquels seront chargés de vérifier les faits dénoncés et malheurs à ceux qui seront pris dans les mailles du filet. Concernant l'intégration à la fonction publique des enseignants du pré-primaire régulièrement affectés et en exercice, un comité d'étude des dossiers sera mis en place. Au terme des échanges, quelques-uns sont satisfaits. Donc c'est une satisfaction. Nous pensons que le gouvernement vient de faire un pas en avant en disant nous allons régulariser toute la question. Tant bien que mal, nous avons avancé positivement dans l'optique de trouver des solutions idoines aux problèmes, au fonctionnement de notre système éducatif. Pour la CONACYCED, la reprise des cours est conditionnée par la tenue d'une assemblée générale. Vous savez que ce sont les enseignants qui sont entrés en grève. Une fois le compte rendu sera fait, c'est à eux également de décider soit de suspendre ou lever le mouvement de grève. Une décision qui maintient la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Gabon dans une position d'inquiétude quant à l'avenir de leur progéniture pour cette année scolaire. Et nous vous rappelons que le Premier ministre Raymond Donsima a été instruit donc par le chef de l'État pour entamer ces négociations. On aura pu noter la présence de Étienne Massard, conseiller à la présidence de la République. Nous vous proposons le regard de nos confrères de la presse primature, Charles Oganda Maganga, Olivier Antonio, Alain Sergéen et Patrick Demabio. Plus de 6 heures d'horloge pour évoquer le principal point à l'origine de la dernière grève de l'éducation nationale. Le gouvernement, par la voix de son Premier ministre Raymond Donsima, a donné des assurances sur le règlement en cours des dites vacations. Les bons de caisse irrélatifs étant imprimés par les services du budget, seuls quelques retards de délai d'acheminement vers certaines localités ralentissent encore le processus de bouclage de l'opération de paiement. Dans la foulée, le Premier ministre rappelle la nécessité pour les différentes parties de veiller à l'assainissement du fichier vacation pour amener le gouvernement à mieux faire face à cette dépense. La question d'assainissement d'un fichier était également d'actualité au sujet de la PIF, la prime d'incitation à la fonction, toute chose qui retarderait la mensualisation tant recherchée de cette prime par les syndicalistes. Le Premier ministre Raymond Donsima, sans opposer une fin de non-recevoir, a tenu à préciser que l'aboutissement de cette problématique passe par ce chemin, fort des irrégularités constatées au niveau de l'évolution de la dépense irrélative. La PIF, elle est partie de 11 milliards en 2009 à 19 milliards en 2013. Ça fait 8 milliards d'augmentation. 8 milliards. J'aimerais avoir un taux de croissance identique des effectifs enseignants dans la période sur les 4 ans. Parce que si nous n'avons pas une augmentation identique du nombre d'enseignants, ça veut dire que les taux versés par personne ou les taux perçus par les uns et les autres ont cru de façon plus que proportionnelle. Si tel est le cas, il va bien falloir qu'on regarde de près le dossier. Et on va le regarder. On va le regarder. Notons qu'en dernier point, l'intégration des enseignants du pré-primaire, réclamée là aussi par les syndicalistes, va faire l'objet d'un examen approfondi. Une commission de vérification des dossiers a été instruite par le Premier ministre. L'issue des consultations des listings des fameux bons roses et le parallèle avec les cas similaires intégrés à la fonction publique établie devrait amener le gouvernement à accélérer dans les meilleurs délais le processus de régularisation de ces dossiers. Les syndicalistes partagés entre la reprise imminente des cours ou pas ont décidé de s'en remettre à leur base. Et nous vous proposons à présent les réactions des partenaires sociaux de l'éducation nationale à l'issue de la rencontre. Ils sont au micro de Charles Oganda Maganga. Le compte rendu sera fait, c'est à eux également de décider soit de suspendre ou lever le mouvement de grève. Nous ne faisons pas comme les autres, nous disons la décision d'entrer ou de suspendre le mouvement de grève appartient aux seuls enseignants qui sont en grève. C'est à eux seuls de décider. Sentiment de satisfaction parce que c'est ce que nous avons toujours souhaité entre le gouvernement et l'Union syndicale des enseignants du Gabon, je veux dire les partenaires sociaux relevant du monde de l'éducation. Il y ait
cette concertation permanente et c'est ce que le Premier ministre a eu à faire aujourd'hui avec les principaux responsables du monde de l'éducation en ce qui concerne les syndicats. Donc c'est une satisfaction. Et nous pensons que le gouvernement vient de faire un pas en avant en disant nous allons régulariser toute la question. Les problèmes qui sont à résoudre sont difficiles et nombreux. Mais tant bien que mal, nous avons avancé positivement dans l'objectif, dans l'optique de trouver des solutions idoines aux problèmes, au fonctionnement de notre système éducatif. Nous sommes d'abord réjouis de ce que le Premier ministre, avec le Conseil du Président de la République, se sont montrés très attentifs et trop préoccupés par la situation de l'heure. Parce que, quoi qu'on dise, il y a crise. Et moi, je suis heureux de la tournure que prend les événements parce que le Premier ministre a fait des propositions concrètes. Nous allons plus rapidement aboutir à des solutions qui vont ramener les enseignants qui ont pris l'initiative, je le précise, de se rendre rapidement dans les salles de classe. Et pendant ce temps, est situé bien sûr dans le contexte de la crise qui prévoit actuellement dans le secteur éducatif de notre pays et faisant suite bien sûr au communiqué annoncé hier sur notre antenne même par le conseiller technique du ministère de l'Éducation nationale. Eh bien, vous allez le voir, la tournée inter-établissement initiée par le ministre de l'Éducation nationale vient d'être effective. C'est le lycée national Léon Mba qui a constitué d'ailleurs la première étape où le ministre en charge de l'éducation a échangé avec les enseignants, les parents d'élèves et étudiants des établissements. Lycée Léon Mba, CES Léon Mba, lycée Paul Idjenje Gonjou, collège Kwaben, collège Bissieux, Institut Immaculée Conception, collège Sainte-Marie, CS Baomar et lycée Calazan. L'ordre du jour portait essentiellement sur plusieurs points de revendication tels que les réformes engagées sur l'amélioration des structures scolaires, le problème de paiement, de vacation de primes, d'incitation à la fonction de la reprise des cours également et des intégrations des agents du secteur éducatif. Nous y reviendrons en détail au cours de nos prochaines éditions d'information avec notamment nos reporters Cabrel Guilin, les mamies et également Félix Moudibangoï pour les images. Le président du CNC, le Conseil national de la communication, Guy Bertrand Mapangou, a reçu ce matin l'ambassadeur de Russie au Gabon. Les échanges entre les deux personnalités ont porté notamment sur la coopération en matière de télécommunication entre les deux pays et l'organisation des prochaines élections locales au Gabon. Le point avec Cyril Bertrand Galeko, les images de Louis Bestar Lenyongo. Entre la Russie et le Gabon que l'ambassadeur de Russie dans notre pays, Dmitry Kourakov, est venu s'entretenir avec le président du Conseil national de la communication, Guy Bertrand Mapangou. Après avoir évoqué plusieurs points, notamment le processus de démocratisation dans notre pays et l'accès équitable des candidats, partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale, surtout avec l'expérimentation de la biométrie pour les élections locales de décembre prochain, l'expérience gabonaise intéresse bien la Russie. Pour nous, c'est très intéressant la biométrie qui est introduite au Gabon pour le processus électoral. Nous suivons avec grand intérêt comment ça se passe parce que chez nous, nous sommes encore seulement en train de songer à cette possibilité et toute expérience dans ce domaine est très intéressante et importante pour nous. Dans une coopération aujourd'hui gagnant-gagnant, les journalistes gabonais pourront, dans un futur proche, bénéficier des formations en Russie qui leur permettront de couvrir certains événements russes. On va travailler très étroitement et j'espère bien que les journalistes gabonais peuvent utiliser des grands événements qui auront place en Russie l'année prochaine pour suivre ces événements et parler de Russie. Le tête-à-tête entre les deux hommes, élargi à leurs proches collaborateurs, aura donc permis de cerner tous les aspects liés à cet organe de régulation nationale de la communication.
Voilà le diplomate russe qui avait d'ailleurs été reçu la semaine dernière par le ministre des Eaux et Forêts, Gabriel Ntchongo. La Russie est intéressée justement par les opportunités d'affaires qu'offre la forêt gabonaise. Et à ce propos, justement, je vous rappelle que Libreville sera la capitale du bois une semaine durant, puisque du 25 au 30 novembre prochain, le Gabon abrite donc la 49e session du CIBT, le Conseil international des bois tropicaux, un événement placé sous le haut patronage du président de la République, Excellence Ali Bongo Ondimba. On parle du lancement cet après-midi à l'auditorium de la maison Georges Rahuri de la 2e session ordinaire de la carte professionnelle de presse, et c'est le secrétaire général représentant le président du Conseil national de la communication qui a ouvert les travaux, et c'était devant Tassiana Minko et Gérard Mindou. Membre de la Commission nationale professionnelle du secteur de la communication, la présente cérémonie entame la 2e session annuelle de la carte professionnelle de presse. L'opération consiste à une vaste campagne de régularisation de sans-papiers en vue de mettre fin aux problèmes de clandestinité chez les hommes et femmes de médias. La présente session, la 2e donc, intervient alors que le pays s'apprête à organiser les premières élections locales qui inaugure l'ère du système de la biométrie, marquant ainsi une évolution notable dans la pratique électorale dans notre pays. C'est donc pour moi l'occasion, ici et maintenant, de lancer un appel aux femmes et aux hommes des médias qui doivent maintenant, plus que jamais, entrer en possession de leur cadre professionnel. C'est ce seul document qui leur permettra d'être identifiés et protégés en cas de besoin. Une démarche qui cadre parfaitement avec l'ambitieux projet du gouvernement à prendre en compte les droits légitimes des professionnels de la presse. Ceci répond d'ailleurs aux vœux du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui réaffirmait encore lors de la présentation des vœux à la presse au début de cette année 2013 qu'il voulait, je cite, « une presse gabonaise au dynamisme affirmé, capable de promouvoir les idéaux de paix, de partage et de démocratie, idéaux communs aux différentes composantes de la société gabonaise. » Mesdames et messieurs, il me plaît enfin, au nom du ministre Louembe, de vous rappeler que cette session de la Commission nationale de la carte professionnelle de presse se tient à quelques jours à peine de la célébration de la Semaine africaine des technologies de l'information et de la communication. Cette manifestation, qui entre dans le cadre des festivités marquant le 50e de l'Union africaine, situe les enjeux du numérique dans notre secteur, un secteur de plus en plus tourné vers le futur et qui commande la révision des pratiques, la remise à niveau pour chacun, en vue toujours d'une indispensable spécialisation. Lancés ce jour, les travaux prendront fin le 29 novembre prochain. La réception des dossiers s'effectuera au ministère de la Communication, porte 106, ou au 3e étage de la maison Georges Rahuri, communément appelée RTG1. Et puis le lancement lundi dernier dans le 3e arrondissement de Libreville de la semaine dite de partage, une action sociale menée par l'association Génération Ali Bongo Ondimba en vue de soutenir les familles économiquement faibles. Et c'est Madame Laure Olga Ngonjou qui en est la marraine. Tassiana Minko, Francis Ngomo. Compte rendu. Petit Paris, non-Bakélé derrière l'hôpital, quartier sous-intégré du 3e arrondissement de Libreville, reçoivent la visite inopinée de l'association Génération Ali Bongo Ondimba. La visite revêt un caractère d'entraide humanitaire et se dénomme la semaine du partage. Ici, denrées alimentaires sont pourvues aux familles vulnérables, logées dans des habitations qui donnent peine à voir. Un geste surprenant et d'une grande portée pour les bénéficiaires. Surtout en cette période où les pluies font ravage, laissant derrière elles de nombreux désespérés. Je vous remercie d'abord de votre visite parce que je ne m'attendais pas à vous recevoir. C'est une surprise pour moi. Je suis veuve, je souffre. Voilà comment je ne fais que vider l'eau tous les jours, à chaque fois qu'il pleut. Dans la maison, les congélateurs, tout est mort avec l'eau. Une action sociale rendue possible grâce à la subvention
et le soutien de la secrétaire générale de la présidence de la République, Laure Olga Ngonjo, marraine de cette semaine dite de partage. Dans le projet de société du président de la République en venue en confiance, le président a dit paix, développement, partage. Donc, sous l'impulsion du président d'honneur, M. Toura Mathieu Sibadjou, on a décidé, en collaboration avec Mme Laure Olga Ngonjo, d'organiser une semaine de partage. Elle vise à aider, à donner à ceux qui n'en ont pas. Donation peut-être pas gigantesque, mais tout de même louable. L'association Génération Ali Bongo Ndimba, qui se positionne en ami du pauvre, n'est pas au bout de son périple. Elle va devoir en une semaine parcourir la majorité des quartiers du 3e arrondissement de Libreville, le site choisi. Vivement que cette entreprise s'étende et profite à un plus grand nombre de personnes. Et puis nous revenons tout d'abord sur cette information, ce communiqué qui a trait donc à la crise, à l'éducation nationale. Le Premier ministre chef du gouvernement, M. Raymond Sima, fera donc demain, jeudi 21 novembre 2013, à 13h précisément, à son cabinet, une mise au point sur la situation actuelle dans le monde de l'éducation. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition d'information. On parle de l'audition des ministres de l'économie et du budget au palais Omar Bongo Ondimba. Luc Oyoubi et Rose Christiane Osuka Raponda ont soumis donc au vénérable sénateur de la Commission des finances le projet de finances et à l'exécution du budget de l'année 2014. Un budget 2014 axé notamment sur la mise en œuvre du projet de société L'avenir en confiance, sur la base duquel le président de la République a été élu en 2009. Le compte-rendu de Guy-Roger Lendira. Face au vénérable sénateur, le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable expliquera que le projet de budget 2014 était articulé autour de 5 points: l'environnement économique international, le cadre macroéconomique, les ressources du budget de l'État pour l'année 2014, la politique économique et fiscale et la stratégie d'endettement de l'État pour 2014. Le ministre Luc Oyoubi précisera qu'au regard du cadre macroéconomique, les ressources du budget de l'État pour 2014 sont évaluées à 3 335,8 milliards de francs CFA, dont 2 851,7 milliards de francs CFA en ressources propres et 484,1 milliards de francs CFA en ressources d'emprunt. Dans une explication plus approfondie de la politique économique et fiscale, le ministre de l'économie dira au vénérable sénateur de la Commission des finances qu'en 2014, la politique du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, dont la réalisation du schéma directeur national d'infrastructure demeure la priorité. Le gouvernement gabonais souhaite, dira-t-il, maintenir et renforcer ses efforts afin de pousser l'activité économique vers des taux de croissance compatibles avec les objectifs de développement sur le plan économique et social. En évoquant la nouvelle vision de la politique fiscale et douanière du gouvernement, le ministre Luc Oyoubi développera qu'elle entend renforcer le pouvoir d'achat des ménages et servir de dispositif d'une mobilisation optimale des recettes budgétaires. S'agissant de la stratégie d'endettement de l'État durant 2014-2016, les nouveaux emprunts, notamment les accords de prêt extérieur à signer et les missions de titres publics seront conformes aux orientations du document cible de politique d'endettement public 2012-2016 axé sur le financement du schéma directeur national d'infrastructure. Les secteurs prioritaires, dira M. Oyoubi, restent toujours ceux des infrastructures, de la route, de l'eau et de l'énergie. De son côté, le ministre du Budget, Rose Christiane Osuka Raponda, en présentant le volet charge du projet de loi des finances 2014, indiquera que les estimations du cadrage macroéconomique affichent un budget prévisionnel équilibré en ressources et en charges à 3 335,8 milliards de francs CFA en 2014 contre un budget de 3 141,2 milliards de francs CFA en 2013, soit une hausse de 194,6 milliards de francs CFA. Les dépenses de fonctionnement qui comprennent les traitements et salaires, les biens et services et les transferts et interventions sont évalués à 1 363,4 milliards de francs CFA, soit une hausse de 92 milliards de francs CFA. Les dépenses d'investissement enregistrent une hausse de 105,3 milliards de francs CFA pour se situer à 1 322,2 milliards de francs CFA, dont plus de 364 milliards au titre des projets financiers sur ressources extérieures.
Dans le budget 2014, le ministre Osuka Raponda exposera que la programmation des dépenses d'investissement matérialise l'alignement du budget sur la poursuite des projets en cours de bonne exécution financière et physique, les projets et programmes nouveaux à lancer tirés des plans d'action prioritaires sectoriels issus du programme stratégique Gabon émergent. Et justement, quel développement local de la Nyanga en phase avec le plan stratégique Gabon émergent? C'est le thème développé au cours d'un forum dans la Nyanga, auquel prenait part justement le coordinateur général adjoint du PSGE, plan stratégique Gabon émergent, Yves Fernand Manfumbi. C'est d'ailleurs lui qui a expliqué aux Ninois le contenu de la vision du chef de l'État. Le reportage est de Rachel Moussav. Le développement local pour la province de la Nyanga aligné au plan stratégique Gabon émergent. C'est à cette question que le coordinateur général adjoint du plan stratégique Gabon émergent, invité spécial du Forum sur le développement de la province, est allé édifier les cadres de cette région et présenter de façon concrète les actions et les projets qui seront menés de façon à impulser le futur économique de cette partie du pays. La vision de Gabon émergent répond à deux préoccupations majeures. La première préoccupation de cette vision, c'est comment accélérer la croissance. Deuxième préoccupation, comment diversifier notre économie. Mais pour cela, il y a lieu de bâtir les facteurs clés de compétitivité, donc le soubassement de la maison. Pour le coordinateur général adjoint, il est fondamental que les Ninois se posent la question de savoir pourquoi ça n'a pas marché hier et que faut-il faire pour que ça marche aujourd'hui. Enfin, que la Nyanga s'ouvre au monde à partir de ses ressources naturelles peut exploiter. Le potentiel qui existe, non seulement dans l'agriculture, non seulement dans la forêt, et on a un pôle économique de Maïba pour ce qui est aussi de l'agroindustrie et naturellement le minerai de fer du mont Miliki que nous allons développer tout à l'heure. Pour traduire en acte du PSGE dans la Nyanga, il a insisté sur l'unité des fils et des filles de la province, sans laquelle rien ne pourra se faire. Mais chaque doigt a son importance. Et donc on a besoin de tout le monde. Et donc c'est ensemble qu'on peut bâtir un Gabon fort. Et c'est ensemble qu'on peut espérer une Nyanga qui s'ouvre au monde. Avec ses 21 285 km pour une population de 51 972 habitants, la Nyanga, qui est subdivisée en 6 départements et 2 sous-préfectures, regorge des atouts importants pour l'émergence du Gabon à l'horizon 2025. Voilà, en somme, on peut dire que la province de la Nyanga, au sud du Gabon, a donc adopté le week-end écoulé son plan de développement économique devant servir de bréviaire au pouvoir public dans le cadre de l'arrimage au plan stratégique Gabon émergent. On retrouve nos confrères de Gabon News. Salle polyvalente de la ville de Tchibanga était pleine à craquer le samedi 16 novembre 2013. Une présence massive des fils et filles de la Nyanga préoccupés par le développement de leur contrée, comme l'a indiqué un peu plus tôt la présidente du forum. Ce forum visant à définir un plan de développement local pour la province de la Nyanga, à travers des projets et des activités génératrices de revenus et d'emplois. D'où la nécessité pour chaque fille et fils de la province de s'impliquer dans cette réflexion afin de permettre à notre province de décliner ses potentialités et de poser cela à profit au pays et au monde. Désigné par le président du Parti démocratique gabonais, le membre du comité des sages, par ailleurs doyen politique de la région, a officiellement ouvert les travaux du forum sur le développement économique de la Nyanga, lequel forum passe par la prise en main du développement de la province par les autochtones. C'est dans l'unité et dans la cohésion, tous mobilisés derrière le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, que nous pouvons espérer de tirer avantage des retombées du plan stratégique Gabon émergent. Suivront ensuite les travaux en commission, 4 au total pour réfléchir et proposer les projets susceptibles de générer richesse et emploi pour donner un essor à la région qui veut désormais s'ouvrir au monde.
C'est là tout le sens des recommandations formulées par les participants des travaux en commission. De faire de la Nyanga un maillon essentiel de l'émergence du Gabon et une province unie, ouverte sur le monde, dont les filles et fils sont débarrassés des réflexes de division et d'exclusion. Placé sous le haut patronage d'Ali Bongo Ondimba, ce rendez-vous avec l'histoire visait à définir un plan de développement local de la Nyanga en phase avec le plan stratégique Gabon émergent développé pour la circonstance par Yves Fernand Manfumbi en sa qualité de coordinateur général adjoint du PSGE. Et au Palais Léon-Mba, on parle de l'ouverture ce matin de l'atelier de sensibilisation sur les cancers gynécologiques ou féminins et également la prise en charge de la ménopause initiée par le Réseau national des femmes députées RENAFED. Ces travaux avaient notamment pour objectif d'informer les femmes sur les situations qui peuvent entraver leur participation à la gestion de la chose politique. Jules Daflor Odembe, Tim Boulende, Amédée Mavungu, presse Assemblée nationale. Et devant un parterre d'invités composé des membres du gouvernement, des épouses des honorables députés et des femmes de la société civile, que la présidente du Réseau national des femmes députées, l'honorable Denise Mkamne, épouse Tati, 6e vice-président de l'Assemblée nationale, a dévoilé les objectifs de cet atelier de sensibilisation axé sur les questions de santé féminine. Le Gabon s'est fixé pour objectif de devenir un pays émergent à l'horizon 2025. Cet objectif ne peut être atteint que si les femmes qui constituent plus de la moitié de la population préservent leur santé. Le présent atelier du RENAFED, organisé sur les thèmes des cancers gynécologiques ou féminins et la prise en charge de la ménopause, a donc pour ambition d'informer les femmes et de les sensibiliser sur les situations qui peuvent nuire à l'équilibre familial, avoir des répercussions sur la qualité de leur vie, entraver leur participation à la chose publique, en définitive, des situations qui constituent une menace pour leur existence. Une initiative appuyée par le patron de la représentation nationale qui, à juste titre, a reconnu le rôle de la femme dans la cellule familiale et surtout sa contribution dans le développement socio-économique du Gabon. La femme, personne humaine en apparence faible, joue un rôle primordial pour l'équilibre de la société. Ainsi, augmenter les dotations à investir pour préserver la santé de la femme me semble crucial. Au regard de ce qui précède, je formule donc le vœu que les informations qui seront distillées au cours de cet atelier soient relayées au niveau de la base, c'est-à-dire en zone rurale. Il est crucial qu'une femme jouisse d'une parfaite santé. C'est pourquoi les campagnes de sensibilisation et d'information aux fins de prévenir les cancers gynécologiques doivent se multiplier. À mon sens, les parlementaires qui mènent régulièrement des actions auprès des populations sont tenus d'avoir des informations basiques sur toutes ces questions. Le bien fondé de l'atelier de ce jour est évident et mérite toute notre attention. À travers cette organisation, le RENAFED démontre une fois de plus sa volonté de conscientiser la jeune féminine sur l'importance de préserver le bien-être, toute chose qui concourt à l'émergence du pays. Et il faut dire qu'au cours de cet atelier de sensibilisation sur les questions de santé féminine, eh bien, les participantes ont eu droit à 2 exposés. Le résumé de ces 2 thématiques avec Henri Nestor Ndiavé. Parce que les cancers de femmes occupent aujourd'hui une place importante dans les causes de mortalité des femmes, que le Réseau national des femmes députées a tenu à associer non seulement l'association de lutte contre les cancers féminins à l'UCAF, que préside Yolande Biquet, du reste présidente du bureau de l'atelier de sensibilisation sur les questions de santé féminine, que les médecins spécialistes pour mieux édifier les participantes aussi bien sur les cancers du col de l'utérus que sur la prise en charge de la ménopause. Face à l'assistance venue nombreuse et composée non seulement des membres du gouvernement, des femmes parlementaires, que des épouses des honorables députés, les différents conférenciers ont apporté toutes les explications liées au cancer du col de l'utérus, les facteurs de risque, les traitements et les effets secondaires de la rechute.
tous sexes confondus, c'est les cancers les plus importants que nous rencontrons lorsque nous les prenons en charge. Donc, il est important de sensibiliser l'ensemble de la population gabonaise pour être édifiés sur ces maladies. Nous l'avions déjà fait pendant des années. Nous voulons le redynamiser simplement parce qu'aujourd'hui, nous disposons d'une unité qui nous permet de prendre le cancer de bout en bout et qu'on n'a plus besoin d'aller à l'extérieur pour prendre ce cancer en charge. Je vais citer l'Institut de cancérologie de Libreville. Certes, l'assurance d'un accompagnement au quotidien en cas de diagnostic d'un cancer du col de l'utérus est important, mais il reste des moyens de prévention. Nous avons des tests qu'on peut faire, c'est-à-dire soit le frottis, c'est-à-dire on va prendre les cellules, on va regarder, parce qu'on a expliqué un peu ce que c'est une cellule qui devient cancéreuse, soit simplement en appliquant certains produits que nous utilisons. D'après les différentes associations de lutte contre les cancers de l'appareil génital féminin, les cancers du sein et les cancers digestifs sont les 3 cancers qui font le plus de victimes. Alors question, que disent les statistiques des cancers du col de l'utérus au Gabon? Si vous prenez un groupe de femmes sur 100 cancers, 25% concernent le cancer du col actuellement. Vous avez à peu près 19% concernent les cancers du sein. C'est vous dire que chez la femme, tout cancer confondu, cancer du pied, de la tête, du foie, le cancer du col et du sein représente à peu près 45% des cancers. Autre thématique évoquée au cours de cet atelier de sensibilisation sur les questions de santé féminine, la prise en charge de la ménopause. La ménopause vue comme un handicap pour beaucoup de femmes. La ménopause, c'est l'interruption de cette fonction de reproduction. Mais malheureusement, ça engendre souvent certaines manifestations. Certaines manifestations qui sont handicapantes pour la femme. Beaucoup de femmes acceptent de vivre comme ça, sans problème. D'autres pour rester jeunes, parce qu'il faut dire que lorsqu'on dit ménopause, c'est aussi vieillissement, la peau vieillit, d'autres phénomènes apparaissent, la femme devient un peu plus hypertendue, parfois elle devient souvent un peu nerveuse. Donc c'est un discours que nous avons singulièrement avec chaque femme pour lui présenter ce que c'est cette situation physiologique. Elle le constate quand elle n'a plus de règles ou bien parce qu'elle ne dort plus la nuit, elle sue tout le temps. On lui présente tous ces aspects et maintenant elle a fait le choix. Soit elle dit qu'elle reste comme ça, soit on soigne seulement les manifestations qu'elle présente, soit on lui donne les hormones qu'elle ne sécrète plus, les substances dans l'organisme qu'elle ne sécrète plus, pour qu'elle continue à paraître comme une personne qui n'est pas ménopausée. C'est désormais nourri de toutes ces connaissances que les participantes à cette rencontre organisée par le Réseau national des femmes députées se sont quittées. Et puis on parle de la deuxième journée marquant les activités donc de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat à l'université Omar Bongo. Eh bien, les étudiants de quelques écoles de la capitale ont bien bénéficié d'ateliers et d'échanges autour du sujet. L'APJA a également initié le concours du projet communautaire dont les résultats sont attendus vendredi prochain. Le compte-rendu, lui, on va l'avoir tout de suite. Il est de Raïssa Lormedza, Francis Ngomo, Rodolphe et Yelemve. Le Temple du Savoir a prêté ses installations aux activités marquant la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Au cœur de ce rendez-vous du donner et du recevoir qui a réuni organisateurs et représentants de 7 établissements supérieurs dont l'IST, BBS, AFRAM, ISI, INGS, USO et UOB, il s'est agi de l'autre visage de l'entrepreneuriat. C'était l'entrepreneuriat social. Il s'agissait d'expliquer aux étudiants qu'il était possible de créer des structures qui sont viables d'un point de vue économique, mais qui également pouvaient accompagner l'État ou le marché sur des problèmes qui n'étaient pas pris en charge par ces deux institutions. Donc l'entreprise sociale devient un partenaire dans le développement économique du Gabon et ça permet aux jeunes entrepreneurs donc de régler les problèmes de sa communauté tout en faisant du profit. Cette nouvelle approche a captivé les attentions. L'interactivité des échanges et la clarté des exposés a facilité la compréhension. Nous n'avons pas toujours eu la culture entrepreneuriale, on fait plutôt dans le général. Donc là encore, à travers ce genre d'activité, je trouve que c'est nous lancer la perche, n'est-ce pas, pour qu'en dehors de nos formations respectives, souvent qui nous jettent dans le chômage en partie, parce que souvent, voilà, donc à travers l'APJA, on a comme ça l'opportunité aussi d'avoir des informations sur comment créer une affaire, avoir une entreprise et de manière à être autonome. Cet atelier, par exemple, que nous avons eu, nous amène à penser entrepreneurial, social, penser à la société. Et nous avons pris en sus,
en plus que lorsqu'on pense à la société, lorsqu'on pense et on répond à un besoin, on finira toujours par se faire du profit. Ne pas penser argent d'abord, penser les autres d'abord, et en répondant à un besoin, l'argent suivra après. De la théorie à la pratique, avec ce concours d'un projet. Nous avons introduit une nouvelle méthode qui s'appelle le Lean Startup, c'est-à-dire une grille qui permet aux entrepreneurs de valider leur modèle économique avant de se lancer dans le business plan. Donc cette idée était révolutionnaire. Donc aujourd'hui, dans le concours, ce qu'on leur demandera, ce sera donc de formuler un modèle économique et d'aller le tester sur le terrain avant de pouvoir aller voir les banques et emprunter. La proximité avec les membres de l'APJA aidant, les étudiants étaient prêts à compétir pour le premier tour. Face à un jury impressionnant et influent, certes, chaque groupe présentera et défendra au mieux son projet. Sur les 7, tel qu'annoncé, seuls restent en course AFRAM, BBS, USO et IST. Et au programme pour la journée de demain, justement, le leadership entrepreneuriat féminin. Et comme invité spécial, la ministre Honorine Nzé Bitege, ministre de la Famille et des Affaires sociales. On parle sport et de kickboxing. Avant de nous séparer, le kicker Ikapi Nzamba, lui, a donc été reçu par le délégué de l'UJPDG. Le reportage de Raïssa Lormeza. Les internationaux de kickboxing auront véritablement donné à cette discipline un son neuf. Quelques kickers dont Ikapi Nzamba sont devenus professionnels. Un changement de statut qu'il assume avec l'obtention en octobre dernier d'une médaille de bronze au championnat mondial de kickboxing au Brésil. Ikapi Nzamba a été reçu par le délégué national de l'UJPDG, interpellé par les conditions du jeune kicker. Des échanges francs qui ont permis à la Panthère de s'ouvrir sur les difficultés qu'il rencontre pour s'adonner à la discipline. J'ai tout dit, le mode de vie pour moi est très difficile. Tout ce qui concerne mon déplacement pour y aller aux entraînements, en un mot, en général, tout ce qu'il faut. Vivien Patrick Amos Peya Makaga, admiratif, veut accompagner l'action du premier supporter. J'ai demandé à le rencontrer parce qu'effectivement, j'ai suivi avec beaucoup d'attention son sacre au championnat du monde de kickboxing qui a permis à notre compatriote d'avoir la 3e place. 3e place, sachant que sur le podium, il était le seul Africain et donc par conséquent le champion d'Afrique en la matière. Et il était important pour moi que je sois édifié sur les conditions de sa préparation physique, ses conditions de vie et voir dans quelle mesure, à mon niveau, à titre personnel, je pouvais l'accompagner parce que je pense que le président de la République attache énormément d'importance à tout ce qui est relié au sport. Nous l'avons vu avec les performances de notre compatriote aux Jeux Olympiques, Anthony Obam. Et j'ai pensé qu'il était judicieux et même normal pour moi en tant que jeune représentant de la jeunesse gabonaise de pouvoir recevoir ce jeune compatriote, l'encourager dans son art et aussi l'accompagner pour que très prochainement, puisqu'il doit concourir en Turquie, qu'il ramène à notre pays une médaille d'or. Des actions à l'endroit des sportifs à féliciter car la réussite de nos champions est l'affaire de tous. Vive le sport! Voilà, notez avant de nous séparer que les camarades de Nizme Kamn, membres du comité permanent du bureau politique, et également Raphaël Mangwala, membre du Conseil des sages. Ils invitent tous deux les membres du Conseil national, du comité central, les militants, les sympathisants et les cadres originaires de la commune de Ndjolé et du canton Ebel Alembe, résidant ou de passage à Libreville, à une réunion demain, jeudi 21 novembre 2013, à 16h30 au siège du parti 6 à Louis, compte tenu de l'importance de l'ordre du jour. Eh bien, la présence de tous est vivement souhaitée. Et je m'en vais vous réitérer et rappeler que le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Raymond Dongsima, fera demain, jeudi 21 novembre 2013, à 13h à son cabinet, une mise au point sur la situation actuelle dans le monde de l'éducation. Ainsi prend fin donc cette édition d'information coordonnée par Stevie Oyan-Mesui, l'oxygène de la rédaction, et également Alain Christian Oula, précieuse collaboration de Jerry Bougou-Bivigou, et puis bien sûr le regard bienveillant de Bruno Obekale, toute l'équipe d'antenne, et avec moi sur ce plateau Jean de Dieu Mamoudou pour le cadre, une équipe dirigée par Christian Olele. Elle se joint à moi pour vous dire merci. Merci pour votre fidélité. Bonne suite des programmes sur Gabon Télévision. À demain 20h.